rêve dans le pavillon rouge, Hong Lo Mang en mandarin, est l'un des 4 grands romans de la littérature classique chinoise. Écrit en l'espace de 10 ans dans la première moitié du XVIIIe siècle par Cao Xueqin, il dépeint la déchéance inexorable d'une riche famille qui perd les faveurs du pouvoir sous l'empire mandchou de la dynastie Qing. Cette œuvre, connue comme étant le livre préféré du grand timonier, a fait couler tellement d'encre qu'un pan entier des études littéraires, la rougeologie, lui est aujourd'hui dédié. Pour pousser les portes du pavillon rouge, il faut un guide capable de frayer un chemin dans cette œuvre labyrinthique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Wang, autrice, traductrice trilingue et doctorante à la Sorbonne, qui s'est penchée sur la dimension onirique de ce roman. J'espère que cette mise en bouche vous mettra en appétit pour goûter à la prose du Proust chinois et vous aidera à dissiper les innombrables mystères du pavillon rouge. Bonne écoute à toutes et à tous. Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère. Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Avant toute chose, je voulais te remercier, Julie. Ça me fait très plaisir de te recevoir dans cet épisode. Nous avons déjà auparavant présenté l'œuvre Siouzi, donc le pèlerinage vers l'Ouest, qui est considéré comme évidemment comme une œuvre fondatrice de la civilisation chinoise. Et aujourd'hui, grâce à toi, on va pouvoir s'intéresser à une autre œuvre qui est aussi considérée dans les 4 œuvres principales dans la culture chinoise, qui est le Rêve dans le pavillon rouge, et qui est donc une œuvre Oui. qui est peut-être un peu moins accessible que le pèlerinage vers l'Ouest, peut-être aussi un petit peu moins connue du public français. Donc tu vas être notre guide aujourd'hui pour nous permettre de nous rapprocher de cette œuvre. Donc un grand merci à toi pour ton temps et puis pour nous partager ton parcours avec la France et ton histoire avec le français. Je vous en prie et merci beaucoup à vous de m'avoir invité. C'est une belle opportunité pour moi de pouvoir parler de discuter avec vous. Avec grand plaisir. Tu as découvert cette œuvre quand tu étais petite ou est-ce que c'est pendant tes études que tu t'es intéressé à cette œuvre? Effectivement, lorsque j'étais très jeune, un jour, on est allé visiter mes grands-parents. C'était la fête du printemps. Alors, j'ai vu qu'il y avait cet ouvrage dans la bibliothèque de mon grand-père. Alors, tandis que grand-père discutait avec mes parents, à un moment donné, il a dit, ce livre-là, ce rêve dans le pavillon rouge, je l'ai lu plusieurs fois avant de comprendre, ce qui m'a beaucoup impressionné parce que mon grand-père, il est un calligraphe et un grand érudit. Alors, je me pose une question, comment une personne telle que lui a- avait besoin de lire ce roman plusieurs fois pour le comprendre? Alors, à l'intérieur de moi, je me suis dit, bon, un jour, j'ai l'occasion, je vais étudier ce roman. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis inscrite à INALCO pour un Master 2 et pour écrire un mémoire sur cet ouvrage. Donc tu as eu envie de percer le secret du rêve dans le pavillon rouge. Est-ce que, Voilà. est-ce que aujourd'hui, après avoir étudié ce roman, est-ce que tu as l'impression d'avoir compris cette œuvre? Cette œuvre, je comprends beaucoup mieux, bien sûr, hein. Et je pense que c'est une œuvre qu'on peut lire à plusieurs niveaux. C'est un peu la vie de l'époque, la vie quotidienne de l'époque, aussi la relation entre les membres d'une grande famille, et puis aussi une réflexion sur la vie. Parce que vous savez, l'héroïne, non, pardon, le personnage principe de ce roman, Jia Baoyu, finit par devenir un moine après avoir vu euh, comment la vie peut être tellement changeante, parfois insaisissable.
Et du coup, voilà, c'est aussi une réflexion dans ce sens-là. C'est un roman qui a plusieurs niveaux de lecture et effectivement que peut-être à différentes étapes de notre vie, on va comprendre des choses soit au sens littéral ou soit à des sens plus profonds avec effectivement des réflexions sur la vie, sur les rapports entre les gens, sur le sens de l'existence, des choses comme ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Mm. Et donc pour contextualiser un petit peu, si je me trompe pas, au moment où Tsao Suetsin écrit cette œuvre, la plupart des œuvres à l'époque sont écrites dans ce qu'on appelle le chinois classique, c'est-à-dire que c'est une forme très codifiée euh, où on écrit avec un certain nombre de caractères, avec une certaine structure, etc. Mais lui, cet auteur-là, fait le choix de d'écrire le roman dans une langue vernaculaire qui fait que c'est beaucoup plus accessible pour l'époque. C'est-à-dire que tout le monde peut, enfin tout le monde, les gens éduqués, les gens lettrés peuvent accéder à cette œuvre sans avoir besoin de connaissances en chinois classique. Ça, j'ai un peu d'hésitation pour le dire, parce qu'à l'époque de Qing, on écrivait toujours en caractère traditionnel. Ce que Cao Xuqin a fait, en effet, c'est que d'utiliser le langage un peu populaire, ce qui donne l'accessibilité pour les gens qui ne sont pas très lettrés. Heureusement, il a aussi écrit des poèmes, très jolis poèmes, etc. dedans, ce qui donne aussi une dimension très littéraire, très classique. Donc, il a combiné les deux. Alors, je voulais te demander par rapport à cette œuvre, euh, je crois savoir il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de complexité entre les rapports entre les gens. Est-ce que Oui, toi, tu as un personnage préféré dans cette œuvre? oui, effectivement, j'aime bien Jia Baoyu, le personnage principal, parce que euh, quand j'étais toute petite, j'étais une fille un peu fragile, c'est peut-être pour ça. Parfois, on m'associait avec Lin Daiyu, le personnage, la fille qui est l'héroïne du roman. Alors, elle a une affection pour Jia Baoyu. Peut-être je suis un petit peu sa volonté. Aussi parce que c'est un garçon, en effet, très attentionné, très protecteur des filles. Ça, c'est quelque chose qui est toujours en actualité aujourd'hui, qui est quelque chose qui est très attachant, très charmant dans les yeux des filles. Donc en fait, c'est Dia Yu qui a obtenu tes faveurs quand tu étais plus jeune et aujourd'hui tu te sens, tu as toujours cette affection pour lui et tu disais que c'est un personnage qui, après avoir vécu beaucoup d'expériences, beaucoup de changements, qui décide de devenir moine. Alors, c'est faire un choix assez extrême en disant, bon, bah, face au tumulte, face au chaos de la vie moderne. Et alors, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité. On a souvent l'impression d'être complètement assailli par les changements, par la modernité. Est-ce que tu partages aussi ce sentiment? Est-ce que tu comprends mieux sa décision de devenir moine? D'une façon ou d'une autre, je comprends plus ou moins. Euh, En même temps, ce ne serait pas une voie que je vais tenter de faire moi-même. Tu préfères rester connecté avec la vie et embrasser la vie dans toutes ses complexités plutôt que de te Voilà, refermer dans une seule chose? voilà, c'est tout à fait cela. Hmm. Est-ce que tu penses que quand il fait cette décision, est-ce qu'il le fait dans une forme de rédemption? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'accomplit dans ce choix-là ou est-ce qu'il le fait en fait en réaction, c'est-à-dire de façon plutôt négative? Est-ce que tu penses qu'il le vit bien, cette décision de devenir moine à la fin à la fin du livre? Dans le roman, c'est à peu près ce qui est prédestiné pour lui, parce que
dès le début, le roman a raconté qu'il était un morceau de pierre un peu précieux, mais pas assez bon pour réparer le ciel. Ensuite, lui, il a voulu venir dans le monde de richesse, de prospérité, pour vivre tout cela. Alors, on l'a accepté pour qu'il puisse comprendre de tout cela et à peu près un rêve, une illusion, pour qu'elle finalement arrive à trouver sa voie vers cette vie spirituelle. Hmm. D'accord, donc on pourrait dire que toute sa trajectoire est déjà un petit peu écrite. Il y avait un petit peu une prédestination ou une prophétie autour de son nom qui devait le mener à cette fin. Donc il y a un côté un petit peu tragédie, c'est ça, il a pas pu échapper à son destin. Euh, cela dépend comment tu penses de ce résultat. Si Si tu es une personne qui, qui a plus de besoins spirituels, peut-être du tout que c'est un bon résultat. Mais si tu as encore beaucoup d'attachement pour le monde matériel ou pour le monde normal, on va dire, hein, dans ce cas-là, tu vas trouver que ça, c'est un peu stratégique. Pardon, tragique. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu vois, je n'ai pas lu, je n'ai pas lu le roman jusqu'à la fin. Je n'ai lu que des extraits. Mais quand tu le racontes là, j'ai l'impression qu'il y a effectivement deux lectures possibles de la fin. Donc, soit une lecture, tragique au sens où, ah, il a tout perdu. Mais il y a aussi une forme de rédemption où en fait il se détache du monde matériel pour s'élever et pour se libérer. Donc finalement, c'est une fin qui peut être analysée sous deux angles. Et si tu compares ça avec la culture chrétienne ou même, tu vois, la culture bouddhiste, ce sont des spiritualités qui nous encouragent à nous délaisser de la vie matérielle. Voilà. Donc finalement, c'est pas forcément une tragédie au sens de cette expérience individuelle. Il y a une forme de rédemption qui nous remonte un peu le moral à la fin. Voilà. Hmm. C'est ça. Et alors, je voulais te demander, est-ce que quand tu lis cette œuvre, est-ce que tu fais des parallèles avec des œuvres littéraires françaises? Est-ce que tu penses à certaines lectures que tu as pu faire ou certains auteurs que tu as pu faire pendant tes études? Au fait, on a comparé le rêve du pavillon rouge avec à la recherche du temps perdu de Proust. Voilà. Les deux ont une description très raffinée sur le sentiment et sur la mémoire du temps. Oui. Oui, oui, je pense il y a beaucoup de liens à faire entre ces deux œuvres, effectivement. Ces deux œuvres qui sont avec énormément de descriptions, deux œuvres avec une précision du détail, des rapports humains, de la psychologie des personnages. Donc effectivement, je suis pas surpris que tu cites cette œuvre. Est-ce que tu as déjà lu À la recherche du temps perdu? Est-ce que c'est une littérature qui te plaît, qui est accessible pour toi? J'ai étudié ce roman lorsque je faisais mes études à la Sorbonne. Euh, oui, c'est un ouvrage qui me plaisait beaucoup. C'est un auteur qui est toujours très très populaire en France, mais Oui, je sais pas s'il est connu en Chine. Souvent quand j'entends parler si, si, si. il est très connu en Chine aussi? Oui. Hmm. Oui, souvent quand j'entends parler des auteurs français qui sont connus en Chine, souvent je pense à Dumas, Maupassant, Victor Hugo. Euh, mais c'est vrai que Proust, je pense qu'il est aussi très connu, mais peut-être il est moins étudié. Il est aussi étudié en Chine? Euh,
Actuellement, je sais pas tellement. C'est vrai, lorsque j'étais en Chine, j'ai pas entendu parler de ce roman. Peut-être parce que ce roman est un peu, comment dirais-je, un peu éloigné de la réalité de la société de la Chine contemporaine, peut-être. Moi, enfin, c'est une opinion personnelle. Oui, 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 je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas énormément de lien entre cette œuvre et puis la société chinoise d'aujourd'hui. Euh, mais il y a un élément qui m'a toujours beaucoup fasciné dans Hong Lou Mang, c'est le détail apporté pour la gastronomie et les recettes de cuisine. Alors, je sais qu'il y a même des ouvrages qui sont juste sur la cuisine dans Hong Lou Mang, tellement la quantité d'informations est riche. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces descriptions gastronomiques dans ce livre? Ben oui, c'est la gastronomie dans ce livre, c'est très fascinant, même euh, pour nous, les Chinois d'aujourd'hui, parce que euh, c'est très élaboré et puis les ingrédients qu'on utilisait, c'est même difficile à trouver aujourd'hui. Voilà. Donc, en plus, une famille telle que la famille Jia, qui était extrêmement riche, elle avait le moyen de faire des repas vraiment très, comment dirais-je, très copieux, à la fois copieux et très sophistiqués. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut regarder ces recettes un petit peu comme des Français regarderaient les recettes de Balzac ou de Dumas quand on regardait les grands banquets du 19e siècle. Et aujourd'hui, c'est vrai que on n'est pas capable d'arriver à un tel niveau de raffinement. C'est un petit peu similaire dans Rongle Manque, dans le rêve, Voilà. dans le pavillon rouge. Est-ce qu'il y a une recette qui t'a marqué ou une recette que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui? Je pense à un recette plus facile accessible il y a un fameux banquet des crabes. Alors là, il y a une recette vraiment très simple. Ce sont des crabes qu'on le met à la vapeur. Au-dessus, parfois, on met une feuille du lotus. Ensuite, après, c'est cuit. On le mange avec vinaigre, je vais dire basilic, qui est plus facile pour les Français, avec, voilà, un accompagné de gingembre frais. C'est-à-dire, ça fait une sauce de vinaigre au gingembre. Voilà, comme ça, c'est très bon. C'est simple et très bon. C'est ça, c'est une recette très minimaliste. Il y a très peu d'ingrédients. C'est juste crabe, du vinaigre et puis du gingembre. Et puis ça, c'est une recette qui est à la fois facile à faire et que tout le monde peut goûter aujourd'hui. Voilà, voilà. Mm. Tu trouves que c'est une œuvre qui est toujours, tu sais, souvent on pose la question, est-ce que cette œuvre est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a toujours des choses qui vont venir nous éclairer sur la société moderne, sur la société contemporaine? Pour toi, quel est l'intérêt de lire le rêve du pavillon rouge aujourd'hui? Oui, cette œuvre, elle est toujours en actualité parce que c'est une œuvre qui a un sens universel au niveau de lorsqu'elle parle de la relation sociale, euh, la relation entre les membres, comment ils s'entendent, et qu'est-ce qui est plus important dans la vie, etc. Tout ça, c'est toujours intéressant aujourd'hui. Alors, je pensais à, tu vois, aux gens qui ne sont pas capables de lire le chinois. Est-ce que tu aurais des recommandations pour avoir accès à cette œuvre du rêve du pavillon rouge? Est-ce qu'il y a, par exemple, des films ou des séries télévisées chinoises qui ont été adaptées
et que tu trouves intéressante? Ah oui. Déjà, il y a des traductions en français. Alors, aussi, il y a deux téléséries qui consacrent sur ce roman. Ils ont vraiment joué les pièces par pièce, euh, les scènes dans ce roman. Sauf, je suis pas sûre s'il y a une traduction en français au-dessus, mais maintenant, avec la nouvelle technique, ça peut se faire. Et ensuite, si on veut vraiment comprendre ce roman, peut-être aussi avoir un accompagnement de lecture pas à pas, parce que ce roman, ça se joue beaucoup au jeu des mots, par exemple les homophones et puis les sens implicites. Si on le traduit en français, ça va être difficile de garder toutes ces dimensions-là. Voilà. C'est pour ça que je trouve peut-être c'est pas une mauvaise idée d'avoir une lecture un peu orientée pour vraiment comprendre. Mais en même temps, bien sûr, chacun sa façon de lire. Voilà. Oui, c'est intéressant que tu parles de l'homophonie parce que c'est quelque chose qui est impossible à traduire. C'est effectivement le fait que certains mots chinois vont avoir un son similaire. Donc, au lieu de dire un mot, je vais utiliser un mot qui sonne suffisamment proche. Tu sais, je crois qu'on m'appelle ça le xie-yin-gang. Xie-yin-gang. Aujourd'hui, c'est un peu comme les jeux de mots. Est-ce que tu aurais un exemple d'homophonie qui est présent dans ce roman? Oh, il y a énormément de homophonie qui se présente dans ce roman. Parfois, on va même comprendre le roman à partir de ces homophonies. Par exemple, un, euh, Jia Yuchun, Jia, c'est le nom de famille. En même temps, avec la même prononciation, il y a un autre mot qui signifiait c'est faux. Voilà. Ça, c'est déjà, le roman raconte l'histoire de la famille de Jia. Tu Hmm. vois, qu'est-ce que ça donne? Oui, tu as utilisé le mot d'ailleurs quand tu as dit il était une pierre précieuse, mais pas suffisamment précieuse pour réparer le ciel. Donc, on retrouve un peu cette idée dans le tia, c'est-à-dire ce n'est pas pur ou ce n'est pas vrai. Voilà, Donc ça, c'est un élément, effectivement. Donc le nom de famille sonne comme l'adjectif faux. Donc ça nous donne voilà, déjà une indication sur un élément psychologique de l'histoire. Et ça, en fait, en français, c'est impossible à retranscrire parce que on va écrire GIA et le mot GIA n'a pas de connotation, n'a pas d'autre sens que simplement le son qu'il fait littéralement. oui, Hmm. Donc effectivement, on perd beaucoup de choses dans la traduction, mais la traduction nous donne quand même accès à toutes ces descriptions, à tout ce contexte narratif, aux personnages. Donc ça peut être un premier pas intéressant pour mieux comprendre le rêve du pavillon rouge. tout à fait. Hmm. Super. Et puis pour les séries télé, tu disais que il y a une version peut-être, tu sais pas s'il y a des sous-titres français, mais est-ce que tu sais en quelle année elle a été réalisée? Ou en... Ah, il me semble c'est en 1987, mais je ne suis pas tellement sûre que ça, c'est une des versions que tout le monde a appréciée. Après, plus tard, à peu près 10 ans après, il y a une autre version, un peu moins appréciée, mais ça dépend ce qui est ton goût. La plupart des gens ont apprécié la première version. D'accord. Donc la version de 87 est considérée comme le classique. Oui, je vais vérifier l'année, je vous dirai tout à l'heure. D'accord, d'accord. Oui, je mettrai les deux noms, comme ça les gens pourront aller choisir, mais moi je pense que personnellement je vais aller regarder
la première version pour voir un petit peu comment elle a été, comment ce roman a été adapté à l'écran la première fois. Et puis une dernière question, je voulais te poser une question sur ta ville natale, Xi'an. Est-ce que tu sais si à Xi'an, je sais qu'il y a un très beau musée qui s'appelle le Shanxi Boguan, le musée du Shanxi, qui est très riche. Est-ce que tu sais s'il y a moyen de voir des éléments qui vont évoquer le rêve du pavillon rouge? Ah, ça, franchement, je ne pense pas tellement. Pourquoi? Parce que le musée de Shanxi, il contient surtout les éléments de dynastie de Tang, de Han, etc. Tandis que ce qui est en lien avec la dynastie de Qing, peut-être à Pékin, on peut les trouver. Mais est-ce que ces objets existent toujours aujourd'hui? Honnêtement, je ne sais pas. Parce que j'ai étudié les rêves dans le pavillon rouge. Je me suis concentrée sur tous les rêves. Alors, j'avais pas assez de temps pour tout étudier. Parce que pour étudier vraiment d'une manière très importante de ce roman, il faut 10 ans parfois. Moi, j'ai fait seulement 1 an. Mais moi, je suis très connaissance des rêves dans ce roman. D'accord, tu t'es spécialisé sur l'aspect du rêve. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as déjà fait des rêves de cette œuvre? Est-ce que tu as déjà rêvé de cette œuvre? Ah, quelle question intéressante. Est-ce que j'ai déjà rêvé des personnages, par exemple, de ce roman? Euh, mais honnêtement, dans ma mémoire, j'ai du mal à trouver, mais on ne sait pas parce que parfois il y a des rêves qu'on a fait, mais on oubliait tout de suite, on oubliait après, je veux dire. Voilà. Donc peut-être j'ai déjà fait des rêves à propos de cet ouvrage, mais c'est pas dans ma mémoire malheureusement. Oui, c'est ça. C'est que les rêves, par définition, c'est une matière qui est très difficile à attraper. Ouais. Et puis, je voulais te demander aussi, euh, peut-être pour conclure cet entretien, le titre du roman, Le rêve dans le pavillon rouge, c'est un très beau titre, à la fois en chinois et en français. C'est un titre qui est très intrigant, qui est très beau. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, pourquoi ce choix de dire le rêve? Pourquoi est-ce que l'auteur a choisi ce mot de rêve qui est très énigmatique? Voilà, c'est une très bonne question. Euh, Pourquoi l'auteur a choisi ce rêve petite, à ma petite opinion? Après mes études, je pense que c'est un roman qui déroule entièrement dans un rêve, ce de Zhen Shiyin. Il y a un moment donné, il a commencé à faire des rêves. Ça, c'est le premier sens pourquoi on choisit le rêve. Le deuxième sens, pour l'auteur, justement, qui parle un peu de la pardon, réflexion spirituelle. Alors, pour lui, peut-être la vie est un peu comme un rêve, une illusion. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est le parcours de Tia Borghuis, c'est ça. C'est la réalité matérielle est juste un rêve. Et finalement, à la fin, tu vas quitter ce rêve pour réaliser que tout ça n'est qu'illusoire. Le Voilà. plaisir matériel n'est qu'illusoire et effectivement. Ouais. Donc il y a deux explications possibles. Le rêve, le rêve d'un des personnages, c'est ça, tu disais, Jen Cheyenne, c'est le nom d'un personnage du roman? Effectivement, vous voyez, le Chen, ça veut dire le vrai. Hmm, Jen C'est à la Cheyenne. fois le nom de famille et aussi par la prononciation pareil que Jia. Mais là, c'est vrai. L'opposé de Tia. Jen. Voilà. Donc c'est un des personnages qui ferait tout ce rêve, tout ce rêve illusoire et peut-être ce rêve faux. Et en même temps, dans ce rêve, on a le parcours individuel d'une personne qui va se délaisser de la vie matérielle pour embrasser la vie spirituelle. Oui. Waouh.
C'est peut-être ça le point, tu sais, quand ton grand-père a dit qu'il avait eu besoin de le lire plusieurs fois, peut-être qu'il faisait référence à cet élément-là? Oui, peut-être. Peut-être. Oui, il y a effectivement une grande profondeur philosophique dans cet aspect. Mais c'était très intéressant. Je te remercie beaucoup, Julie. C'est très rare de pouvoir avoir accès à ce genre d'explications et de, et d'analyse. Donc, un grand merci pour ton temps. Et puis, je te souhaite un bel été en France. J'espère que tu auras l'occasion d'avoir encore beaucoup de plaisir littéraire dans tes aventures en français. Et puis au plaisir de rester en contact dans les prochains mois. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Euh, Effectivement, dans le futur, j'aimerais bien continuer d'avoir un lien très fort avec la littérature et aussi avec euh, les deux cultures, c'est-à-dire la culture française et la culture chinoise. Et voilà, c'est vraiment une belle occasion que vous m'avez accordée pour parler un petit peu de tout cela. C'était un plaisir partagé. Merci beaucoup, Julie. Et je te souhaite Merci à vous. Pardon. bonne fin de journée et puis bon week-end en France. Pareil pour vous. Les épisodes s'enchaînent et à chaque fois, c'est l'occasion d'entendre une voix différente sur la Chine. Si vous aussi vous avez une histoire à raconter avec la Chine et que vous souhaitez la partager dans l'émission, je vous invite à me contacter par messagerie privée. Et pour celles et ceux qui préfèrent écouter, vous avez aussi un rôle à jouer. Écrire un commentaire, partager le podcast, envoyer des étoiles, ce sont tout autant de petits gestes qui nous permettent d'aller plus loin et qui font de vous des forces de caractère.